Cet épisode aborde la dépression du postpartum et des idées noires. Si tu te sens concerné, ne reste pas seul, oriente-toi vers des professionnels de la santé mentale ou vers ton médecin traitant. Elle pensait que sa grossesse serait belle, comme on lui avait toujours raconté. Aujourd'hui, je reçois Laura, et assez vite en fait, les choses ne se passent pas du tout comme elle l'avait imaginé. Elle se retrouve avec beaucoup de choses à vivre, assez seule, et pas vraiment entendue dans ce qu'elle traverse. Ça continue pendant la grossesse, puis l'accouchement, et après la naissance, elle bascule dans une dépression postpartum avec des idées sombres. Dans cet épisode, Laura raconte aussi comment, petit à petit, elle a commencé à reprendre le pouvoir jusqu'à décider de se former pour devenir sage-femme. Dans cet épisode, on parlera également d'accouchement à domicile et de la photographie, son premier amour, un endroit où elle respire à nouveau et où elle retrouve de la joie. Bienvenue dans Disruptive, le podcast de celles qui ne rentrent plus dans leur vie d'avant. Bonne écoute. Bonjour Laura, merci d'être là. Salut Justine. Comment tu vas ? Ça va. Un petit peu stressée, mais ça va. Est-ce que tu as envie de te présenter et de nous dire qui tu es aujourd'hui, Laura ? Alors, qui je suis aujourd'hui ? Je suis Laura, maman de 2 enfants, une fille de 4 ans et d'un petit bout de 15 mois maintenant. De premier diplôme, je suis infirmière, un métier que j'ai exercé quelques années, et puis après un burn-out et puis une entrée dans la maternité, j'ai un petit peu changé avec des projets qui sont arrivés. Et donc, voilà, je reprends maintenant des études de sage-femme. Et entre-temps, il y a déjà un peu plus de 3 ans, je me suis lancée dans le métier de photographe. Donc voilà, photographe pour les mères, les familles, les femmes. Donc voilà les grosses étiquettes qui peuvent me présenter maintenant. On avait déjà fait un enregistrement il y a quelques mois. C'est vrai. Tu m'as dit, tiens, c'est drôle, je parlerai plus pareil. Et c'est vrai qu'on était à nos débuts. C'était début de diplôme. C'était le tout premier épisode. Voilà. Qu'on réenregistre du coup aujourd'hui. Qu'on réenregistre, qui n'est jamais sorti. On a fait du chemin depuis et j'aimais bien, tu disais que c'était le bazar dans ta tête et dans ta vie et ça grouille de projets, de formations, voilà, il y a beaucoup de sensibilité aussi en toi, donc c'est vraiment chouette. Ah mais c'est toujours le cas, c'est toujours autant de bazar dans ma tête et dans ma vie. J'ai toujours autant de projets et toujours des nouveaux qui arrivent et toujours des idées de nouvelles formations. Donc en plus des études de sage-femme, j'ai toujours envie de pouvoir après proposer le meilleur aux gens que j'ai envie d'accompagner plus tard, aux mamans, et que ce soit même dans la photo, je continue de me former. Du côté de sage-femme, je veux avoir vraiment une approche hyper complète, holistique, et prendre toutes les petites facettes de la maternité, en pouvoir soutenir toutes ces petites facettes, que ce soit l'allaitement. Je me suis formée à l'allaitement, et d'ailleurs j'ai déclaré là une activité de consultation allaitement, donc pour pouvoir aider les mamans sur ce côté-là. Mais en plus de ça, je me forme aussi dans la nutrition de la femme enceinte et allaitante. J'ai plein d'autres projets aussi pour vraiment prendre vraiment en charge la maman dans sa globalité. J'ai eu un certificat universitaire aussi en psychopathologie périnatale. Oh, ça C'est parle de vrai quoi, ça ? que Je ne savais pas. oui, j'avais oublié de te le dire. J'ai tellement après de formations, je me dis que j'oublie de les dire. C'est pouvoir reconnaître tous les troubles psychologiques, psychiatriques, que ce soit à la fois chez le bébé et chez la maman. Ok. C'est vrai pour côté bébé, cette formation est à compléter avec d'autres. Mais voilà, ça m'intéressait vraiment tout ce qui est pendant la grossesse,
Postpartum, ben, tout ce qui est dépression du postpartum, les psychoses, vulnérabilité, de la maman, et pouvoir, ben, reconnaître, tous les petits drapeaux rouges, les red flags, de ce qui pourrait ne pas aller chez une maman, pouvoir, être à l'écoute et du coup, ne plus voir, la maman enceinte comme, un utérus, un bébé à l'intérieur, Mhm. des paramètres vitaux et donc vraiment voir, un ensemble avec, une maman qui a un bouleversement dans sa vie, qui a le corps qui change, un nouveau rôle à prendre, et donc voilà, prendre vraiment, pouvoir la reconnaître, en tant que personne complète, Ouais, ça me fait penser du coup à cet épisode qu'on avait tourné où tu justement avais parlé de cet utérus, de comment tu t'étais sentie plutôt objet, pas vraiment sujet dans ta première grossesse. ouais. On va en parler, mais alors je voulais savoir, avant de commencer, mais d'où ça vient cette appétence autour de la maternité? Et ben, je pense que c'est ma propre, maternité qui a fait un grand bouleversement. Hem, donc quand j'ai, fait mon burn-out, infirmier, j'ai, je me suis dit: «J'ai besoin d'une pause» et en fait, je crois qu'à ce moment-là, j'idéalisais vraiment la grossesse. Puis ça faisait un petit temps que je voulais être maman. Donc je me suis dit: «Bah, c'est le bon moment» et je m'attendais pas du tout, à ce qui m'arrivait. Moi, j'avais un peu l'image de la femme enceinte comme on le voit, je sais pas moi, dans les magazines ou quoi, qu'on est belle, qu'on se sent, qu'on se sent bien, et je me dis: «Ah beh, super, pendant 9 mois, je vais pouvoir, me remettre un peu du boulot, prendre soin de moi», et en fait, ben, je suis quand même tombée de haut. Je m'attendais pas à vivre une grossesse comme ça où j'ai été fatiguée, malade. J'ai pu profiter de pas grand-chose. Beaucoup de douleurs, ligamentaires, mais vraiment très, très intenses qu'aucun professionnel n'a pris le temps peut-être d'écouter et ceux qui écoutaient, ben, se sentaient impuissants et hem et voilà et oui, quand on parlait d'utérus avant, ben, au niveau, ben, de mes rendez-vous chez le gynéco, ben, oui, on vérifiait si c'était pas des contractions, il y avait pas de menace d'accouchement prématuré ou quoi, donc en fait, c'était bon, ça tout allait bien, donc voilà, merci, au revoir madame, Mmh. Alors que toi, tu rentrais avec des douleurs, voilà. je m'en rappelle, ça m'avait marqué, ouais. C'est vrai que c'était très intense, marcher était compliqué, dormir était compliqué, tout était vraiment, compliqué, ouais, avec une fatigue, énorme et des vomissements jusqu'à 7 mois de grossesse. Ah Mmh. oui, une hyperémèse gravidique, Bah, ça a pas jusqu'à été 7 mois? diagnostiqué, comme ça, parce que j'ai quand même pris du poids et cetera donc ça et C'était pas grave pour eux du coup alors, non, c'était pas, mais voilà, des vomissements quand même tous les jours, mais pas au point de perdre du poids, d'être, enfin que ce soit, dangereux, pour moi ou pour le bébé, mais n'empêche très difficile à vivre avec des nausées bah, qui duraient toute la journée, même s'il y avait pas forcément de vomissements dans l'après-midi, ben, c'était pas facile. Hem et voilà, ou à part, un médicament, on me propose pas non plus beaucoup de solutions, donc je me suis un peu retrouvée seule, bah, déjà isolée parce que je travaillais pas, toutes mes amies, mes collègues, bah, évidemment étaient au boulot, donc c'est passer la journée, seule à la maison, dans nos douleurs, enfin dans mes douleurs, dans mes questionnements, dans mes recherches de solutions pour aller mieux, avec tout un changement d'identité parce que je suis quelqu'un d'assez, hyperactif, toujours plein de projets, plein d'envies de choses à faire, et là de plus pouvoir, promener mon chien, faire le potager et tous mes projets, ben, je me sentais complètement bloquée et c'était pas ça me ressemblait pas d'être assise toute la journée, Mmh. dans le fauteuil, mais j'avais plus pas d'autre choix et donc voilà, je me suis sentie très seule et puis déjà pendant la grossesse avec je pense, ça n'a pas été diagnostiqué, mais je pense un moral qui descendait déjà. Et surtout que, si j'ai bien compris, tu avais un burn-out avant, du boulot, donc tu avais déjà une fatigue et une perte de sens, Oui, tout à fait, dans ton travail d'infirmière avant, de tomber enceinte, donc le terrain mais était déjà, fragilisé. c'est ça. Mmh. Donc maintenant avec le recul, je me dis: «Mais quelle mauvaise idée d'entamer une grossesse, à ce moment-là où et pas de chance que ça ait été
ce soit pas diagnostiqué à temps, que j'ai pas été soutenue comme je le devrais, parce que c'est vrai que la grossesse, c'est très intense pour le corps, pour l'esprit. Et donc voilà, mais j'avais pas non plus, mis les mots sur le burn-out, et c'est seulement après la grossesse, en parlant avec une psychologue, qu'elle m'a dit, mais clairement, vous étiez en état de burn-out. Et donc voilà, sur le moment, on s'enlise dedans et on s'en rend pas compte. Oui, on a parfois l'impression, je suis un peu fatiguée du boulot, j'en ai un peu marre. Ouais, c'était Mais bien est-ce plus qu'on que prend ça. la mesure? Non, Ouais, tu l'as pris bien après, quand bien ça après. continue à dégringoler. Ouais, c'est ça. Et quand les problèmes se sont accumulés. Ouais, et c'est vrai que enfin, je repense à mes grossesses, on tient tellement pas compte de comment on se sent. On est vraiment sur le plan médical, le Mhm. corps, le bébé, mais jamais on se pose la question de comment vous allez. Jamais on m'a posé la question, je pense. Mm, Et puis même après, quand j'ai osé dire que ça n'allait pas trop, on me dit, mais t'as tout pour être heureuse, de quoi tu te plains? Enfin, mhm, donc c'est vraiment pas facile. On me dit, c'est normal, t'es fatiguée parce que t'es enceinte, c'est normal, c'est les hormones, ça va mhm. passer. Et donc, il y a un peu de persuasion comme ça, où on se dit, ben oui, j'imagine que les gens doivent avoir raison, que ça va passer. Ouais. Et puis, en fait, c'est plus que ça, mais Et donc, tu as accouché euh, avec toute cette grossesse, mhm, en te persuadant que ça va passer, mhm, tout à que, fait. que c'est pas si grave que ça, Mhm, et sans solution réelle. c'est ça. Mm. C'est ça, ou en me disant ça va aller mieux après l'accouchement, et puis en fait, non. Mhm. Et l'accouchement, comment ça s'est passé? Médicalement, il s'est bien passé, il n'y a pas eu de complications, mais psychologiquement, c'était pas ce que j'avais imaginé, dans le sens que j'ai jamais imaginé accoucher à l'hôpital. Pour Mhm. moi, c'était, je voyais ça à la maison. Pas de chance, à ce moment-là, j'ai pas trouvé de sage-femme pour Ok. accoucher à la maison, et donc je me suis dit, ben oui, ben, je vais aller à l'hôpital, pas trop le choix. Mais rien que le fait de ne pas être dans le lieu que j'avais imaginé, et du coup, avec des protocoles un peu à subir sans qu'on me demande mon consentement pour mettre une perfusion, mettre tel médicament. Voilà. Puis de nouveau, j'ai eu des contractions pendant. J'ai accouché le jeudi matin, j'avais des contractions depuis le dimanche soir. Et Oh, attends, ça fait combien de jours tout ça? ça fait, ouais, mais ça fait 4 Oh, mais bons c'est jours de insupportable. toutes les 8 minutes, j'avais des contractions bien intenses, et c'était un pré-travail juste très intense Sans et pouvoir long. dormir. Mais du coup, j'ai pas dormi. Bon, déjà, je dormais pas beaucoup pendant la grossesse, mais là, alors là, c'était vraiment juste somnoler entre les contractions, et donc je suis arrivée à l'hôpital épuisée, et où on m'a dit que j'accouchais pas, que c'était des contractions de fin de Quelle grossesse. horreur. Ouais. Et donc très difficile à entendre, parce que là, je sentais bien que c'était le bon moment. Et puis finalement, je pense, mon corps était tellement épuisé que, au lieu d'avoir des contractions après qui s'intensifiaient, la douleur a diminué. Je pouvais vraiment me reposer, même pendant les contractions, avec mon mari, qui était hyper impliqué, et qui me massait, et donc même sans péridurale, en fait, les douleurs ont presque disparu, en fait, même à la fin. Mais alors, j'étais toujours sortie de ma bulle, avec les sages-femmes qui rentraient, qui me disaient, courage, la contraction est bientôt finie. Je savais même plus de quoi elles parlaient. Enfin, Ouais. donc un accouchement sans douleur, qui aurait pu être magnifique, mais que j'ai pas vécu si bien que ça, du fait que j'étais pas dans ma bulle, pas dans l'environnement que je voulais, euh, et avec des médicaments qu'on m'a injectés sans me prévenir, et donc voilà. Mm. Je me suis pas sentie très respectée euh, avec ces protocoles. Mhm. Même si, en tant qu'infirmière, je les comprends, mais j'aurais juste aimé qu'on me les explique et qu'on me prévienne, parce que quand on accouche,
on accouche, on n'est pas en train d'étudier une situation. Ouais, on n'est pas l'infirmière. Voilà, c'est ça. T'es en plein dedans, quoi. Voilà. Et pareil, le postpartum, jamais je me suis imaginée à la maternité. Moi, je voyais un postpartum chez moi et donc j'avais besoin d'être chez moi. Donc, un peu mal vécu ce séjour à la maternité, juste parce qu'il n'était pas en accord avec ce que mon cerveau avait imaginé. Et donc finalement, même s'il n'y a pas eu d'événement médical ou grave ou quoi, ben c'est quand même un accouchement qui m'a un peu traumatisée dans ce sens-là. Je pense pas qu'on peut comparer les faits avec les ressentis des gens. Enfin, Ouais, on t'a un peu repris ton pouvoir. Tu n'avais plus ton pouvoir ouais, sur c'est ce ça. moment-là. C'est ça. Où on impose aussi des positions. Donc voilà. Oui, et quand tu es rentrée, tu as été tout de suite plongée dans la présentation à tout le monde et pas du tout un rythme C'est ça. lent. Donc on n'est même pas rentré tout de suite à la maison après la maternité. Mon mari, tellement heureux et fier d'avoir son nouveau-né à montrer, a fait le tour de toute la famille. Le lendemain, il y avait déjà un gros repas à la maison. Et en fait, moi, je pense que j'étais tellement épuisée de la grossesse, de l'accouchement, que tout ce que j'arrivais à dire, c'était oui, 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 oui. Je me rendais absolument pas compte de ce qui se passait. Donc sur le coup, oui, j'étais contente de voir les gens, ça me faisait plaisir, mais je pense que j'étais complètement à côté de la plaque. Mon mari s'est pas du tout rendu compte que j'avais peut-être besoin de me reposer ou quoi. Et Est-ce il que a tu... repris le boulot 2 jours après, 1 ou 3 jours après, donc vraiment très vite, parce que son collègue était en arrêt maladie, donc il était indispensable. Et donc moi, je pensais vraiment pouvoir gérer, je le pensais réellement. Et au fur et à mesure du temps, ben, j'ai commencé à sombrer sans m'en rendre compte dans la dépression. Euh, C'était comment alors ça? C'est quoi les signes que tu n'as pas vus, mais qui étaient là et qui indiquaient que ça n'allait plus? Ben, c'est vrai que je pleurais quand même toute la journée. Et j'essuyais les larmes à 17h Tu, quand mon mari rentrait. tu voulais pas lui montrer? Je crois que déjà à moi, je voulais pas le montrer, mais c'est vrai que du coup, je cachais bien même aux autres. J'arrivais pas à me poser. Donc j'étais tout le temps, tout le temps, tout le temps en route, avec mon bébé en portage ou pas. Enfin, je faisais le potager. C'était même plus un potager, c'était du maraîchage. Enfin, je m'occupais pour ne pas penser non plus. Oui, beaucoup pleurer et ne rien ressentir comme sentiment, mis à part de la tristesse, et du coup d'avoir l'impression de ne pas vivre les choses, mais d'être sur un petit nuage à regarder la scène, mais pas être dedans. Euh, donc voilà, faire les choses un peu machinalement, j'avais pas vraiment de lien avec mon bébé. Je me rappelle que je lui parlais pas, que et elle souriait avec son papa, mais pas avec moi. Et donc, bah, en fait, c'est un cercle vicieux de culpabilité parce que ça, je m'en rendais bien compte. Et puis, oui, de pleurer tout le temps. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, il y a quand même quelque chose qui tourne pas rond. Et donc, quand j'ai commencé à dire, en fait, je pleure beaucoup, je suis fatiguée, j'arrive pas, je dormais pas la nuit non plus. Quand mon bébé se rendormait, je n'arrivais pas à me rendormir. Tu Euh, ruminais? ouais, je ruminais des idées noires. Et enfin des idées négatives tout le temps, tout le temps. Et t'avais aussi envie de mourir? Oui. Et sur le moment, enfin au début, en fait, ça arrive insidieusement, on s'en rendait même pas compte. Enfin, Ouais. je m'en rendais même pas compte. Oui, t'avais ces pensées-là sans savoir, enfin, sans te Euh, rendre compte de l'ampleur et de... ouais, c'est ça, Mhm. c'est ça. Euh, et oui, tout le monde me disait, ben, c'est les hormones, ça va passer, c'est un petit baby blues, t'as tout pour être heureuse. Ah ouais, encore, ouais. Et donc il a fallu, je pense, 4 mois avant bah, de consulter mon médecin traitant Mhm. qui
D'abord une psychologue, je pense, et d'abord une psychologue qui a mis du coup les mots sur le burn-out que j'avais vécu avant, sur la dépression postpartum. Puis j'ai été voir mon médecin traitant Mhm. qui m'a dit que c'était la dépression postpartum était la maladie du moment, que c'était un peu tout et n'importe quoi. Ah, Donc voilà, de bordel. nouveau, pas très écoutée, soutenue, entendue par Mhm. mon médecin traitant. J'étais contre les médicaments. Enfin, j'avais des préjugés sur les antidépresseurs, etc. Donc il a fallu attendre 9 mois, là où j'avais vraiment des idées très noires qui devenaient de plus en plus claires. Mhm. Où là, je me suis dit, bah, en fait, là, j'ai pas le choix. Il Mais tu faut. savais que tu avais un plan en tête pour Ouais, comment en finir. ouais. Mhm. Ouais, donc c'était vraiment là le grosse sonnette d'alarme. C'est ça. Où là, mon mari s'en est rendu compte. Ah, ok. Et il a vraiment fallu ce moment-là pour qu'il dise, ah oui, en fait, ça va vraiment pas. Ok. Ah oui. Autrement, il se disait aussi que ça allait passer, que Ouais. c'était normal. Il me disait, tu vas reprendre le boulot, ça va aller, c'est juste le boulot qui te manque. Et donc, j'ai Ok. repris un boulot infirmier quand ma fille avait 6 mois et j'ai mis toute mon énergie à, à savoir travailler. Ouais. Et je rentrais, j'étais une larve, je me couchais sur le canapé, même pour allaiter, c'était compliqué. Et je me raccrochais à cet allaitement parce que bah, c'était la seule chose qui faisait que j'étais encore utile pour quelqu'un. Mhm. Et donc, ça a été vraiment la raison, en fait, pour laquelle je voulais allaiter. Mais ça t'a sauvé. Et ça m'a sauvée. Tout à fait. Mhm. Tout à fait. Si j'arrêtais l'allaitement, j'avais plus de raison d'être là. Mhm. Donc voilà. C'était, Mhm. c'est peut-être pas une bonne raison pour allaiter, mais peut-être que si. Je sais pas. Ça marque le début de ton histoire avec l'allaitement et la Ben, consultance. Et... c'est ça. Bah, j'ai d'abord commencé à m'informer sur la physiologie de la grossesse, de l'accouchement, et là j'ai compris beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Et je me suis dit, mais ça, j'aurais dû être au courant avant, personne me l'a expliqué. Et, euh, et l'allaitement, j'ai jamais eu de soucis d'allaitement, donc c'était très instinctif. Ah oui, ok. Mhm. Je me suis jamais posé de questions, mon bébé prenait du poids, nickel. Et par contre, quand je voyais les gens autour de moi qui commençaient des allaitements, ils s'arrêtaient un à un, pas parce que les mamans le choisissaient, mais parce qu'elles n'arrivaient plus, Mhm. il y avait des problèmes. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, moi j'y arrive et les autres n'y arrivent pas, mais pourquoi? Et puis j'ai commencé à m'intéresser à ça, à chercher à comprendre. Et je me suis rendu compte qu'elles n'avaient pas toujours les bons conseils, pas toujours les bonnes préparations. Et, et là, en me renseignant sur l'allaitement, je suis vraiment tombée en amour de ce sujet. J'ai eu envie d'aider les autres par rapport à ça. Euh, et donc, c'est de là qu'est venue l'idée Mhm. de me former d'abord à l'allaitement. Et puis, au fur et à mesure des choses, sur la périnatalité, la grossesse, la physiologie, Mhm. juste revenir à notre nature humaine. D'abord comprendre la physiologie avant de comprendre aussi les pathologies qu'il peut y avoir avec la grossesse, le postpartum. Mhm. Évidemment, une fois que j'ai pris conscience de la dépression postpartum, que ça a commencé à aller mieux, que j'ai recommencé à remonter la pente, j'ai eu envie de comprendre le pourquoi, du comment, tous les facteurs qui m'ont amené à cette dépression. Et, euh, et surtout cette prise de conscience que les femmes sont terriblement seules aussi en postpartum, Mhm. et de me dire, mais en fait, il faut que je sois actrice et que je fasse quelque chose. Et tout ça en même temps de retourner au boulot et d'avoir une perte totale de sens par rapport à mon boulot d'infirmière, à ne plus savoir, ne plus trouver ma place. Mhm. Et oui, de me dire ma place est ailleurs. Et donc c'est dans l'accompagnement des femmes que je veux trouver cette place. Et ça a été très clair pour toi. Donc, Euh, tu as eu la dépression, tu as pris des antidépresseurs, tu as continué ton boulot ou tu as pris un temps de pause où tu t'es dit, OK, là, je me soigne. non, j'ai jamais pris de temps de pause. D'accord. J'ai tout accumulé, Encore. le travail, les formations. Mhm. À la Euh, recherche de compréhension pour... oui, tout à fait. ouais. Et en même temps, j'ai toujours été passionnée de la photographie.
toujours en me disant, mais enfin, j'ai toujours eu un peu ce discours de la famille quand j'étais petite, qu'il fallait faire quelque chose d'utile ou quoi. Et à ce moment-là, de ce qu'on me disait, c'était pas utile. Et La photographie. la photographie. Et en fait, je me suis lancée, j'ai commencé à photographier de plus en plus. Et c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de force, énormément de force et de joie aussi. Et, euh, et donc, je me suis dit, bah, en fait, il faut que je continue de la photo. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé mon activité complémentaire, tout en travaillant, tout en me formant à l'allaitement et en reprenant Avec un bébé en bas âge et en avec un reprenant des bébé. formations. Et voilà, tout ça, au fur et à mesure du temps, c'est long hein, de se remettre d'une dépression, mais au fur et à mesure, Et d'un burn-out. et d'un burn-out, ouais. J'ai réussi à plus ou moins en sortir. Après, au bout d'un moment, bah, ça a quand même pété parce que je faisais beaucoup trop de choses. Et donc là, le burn-out est revenu par rapport à cette perte de sens de mon métier d'infirmière que j'avais beau faire beaucoup de choses à côté, ça n'arrivait plus à compenser. Et donc là, re-burn-out. J'étais en maladie, puis quelques temps après, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Et là, j'ai eu le déclic. Enfin, le déclic, oui, sur 5 minutes de temps où je me suis dit, oui, j'ai un diplôme de doula, mais en fait, je l'utilise pas et ça me correspond pas totalement. Et par contre, il y a besoin de sages-femmes. Il y a besoin de sages-femmes pour prendre en charge les femmes vraiment de manière complète. Et en 5 minutes de temps, je me suis inscrite. C'était le dernier jour des inscriptions. C'était un 27 septembre, jour férié. Donc après, c'était le week-end et le 30 septembre déjà. Donc en 5 minutes de temps, j'ai dit, je m'inscris, je réfléchis après. Excellent. Et donc voilà, j'ai repris ces études et ça a été un peu le déclic où, en tombant enceinte de mon deuxième bébé, que je voulais quand même, enfin que je désirais, en fait, ma vie s'arrêtait à l'accouchement et j'arrivais pas Ah oui. à me projeter en fait. Après l'accouchement de ce deuxième bébé, tu savais Ouais. pas ce qui allait se passer, t'avais pas de projet. Ouais, j'avais rien en tête, j'avais très très peur de refaire une dépression en me disant si je refais une dépression, ben j'aurai jamais la force de la surmonter, donc ma vie s'arrêtera là, ou ça va me réparer. C'était ça, mais j'avais besoin aussi de cette étape pour me dire ben au moins il y aura une conclusion, enfin soit d'un côté, soit de l'autre, mais j'avais besoin de passer par cette étape. C'était pas moi qui enfin, si j'avais envie de ce bébé, j'avais envie d'agrandir la famille, mais le besoin était plus profond que ça. Et en reprenant ces études de sage-femme, j'ai plus du tout eu peur de refaire une dépression, quoi. Et j'avais un but. Et donc, ça a été quand même une grande étape. Super challengeant, avec une petite en bas âge, une grossesse, reprendre des études. Ouais. Comment ça s'est passé cette seconde grossesse justement Tu dis que c'était pas la même chose. Non, c'était pas la même chose. Je pense que j'osais beaucoup plus demander de l'aide parce que ça aussi, on a tendance à ne pas demander de l'aide quand on en a besoin, de vouloir tout gérer toute seule. Et ben, je me suis rendu compte, en fait, que on a le droit de demander de l'aide aussi. Donc, je me suis plus entourée. Et surtout en amont de la grossesse, j'avais quand même cherché des solutions. J'ai été coachée déjà 1 an avant la deuxième grossesse par une kiné qui est coach sportive aussi et spécialisée dans le périnée. Et elle m'a écoutée au niveau des douleurs ligamentaires. Elle m'a vraiment coachée, j'ai fait du renforcement musculaire et donc j'ai eu des douleurs pendant ma deuxième grossesse, mais déjà j'étais entendue, comprise et j'étais à crise parce que ça faisait déjà 1 an que je faisais du renforcement et elles étaient tout à fait autres, quoi. C'était beaucoup moins, c'était moindre, c'était supportable, je savais continuer à vivre, à faire mes études et je les comprenais.
Donc ça change tout quand même. Mhm. Et voilà, et j'ai pu réaliser le projet d'accoucher à domicile que j'avais déjà pour la première qui n'avait pas pu se faire. Mhm. T'as Et trouvé une sage-femme alors? il y avait une sage-femme, ouais. Et, euh, et c'est magique. C'est- Ouais, ça... j'ai vécu ce moment vraiment, ça m'a vraiment réparée. Pour le Ouais. coup, le lien avec le bébé, avec mon bébé qui est né, que j'ai eu tout de suite, cette puissance que j'ai ressentie de pouvoir être libre, actrice de mes choix, des positions que je prenais, de pouvoir attraper mon bébé, de pas être assaillie de questions de tous les côtés, de fils, enfin, ouais, une grande puissance. Et ben, je voulais vivre ce moment en famille, donc il y avait ma grande qui était là, qui était préparée, donc qui a vécu ce moment comme si c'était un jour tout à fait banal et qu'il se passait rien de particulier. C'est elle qui coloriait ou qui jouait Elle coloriait, tout ce qu'elle se souvient, c'est qu'elle a mangé des crêpes, Ah, excellent! elle venait nager dans la piscine d'accouchement avec moi, C'est chouette. elle me donnait à manger des crêpes, me donnait un verre d'eau, elle me faisait un petit câlin de temps en temps, et puis elle retournait à ses coloriages. Donc c'était vraiment un moment, un non-événement quoi pour elle. Oui. Et par contre, quel bonheur après l'accouchement d'être chez soi dans son lit, sans entendre d'autres bébés, d'autres personnes qui pleurent, qui m'avaient empêché aussi de bien me reposer à la maternité. Ouais, d'être chez soi, quoi. Hmm. Et d'avoir du soutien. Euh, C'était trop bien. Et un postpartum ben, complètement différent, que j'ai beaucoup mieux vécu, euh, où j'étais à la maison, tranquille, avec mon bébé, mais en même temps j'étudiais. Donc c'était trop bien, Ouais. j'ai bien aimé. Puis ça me semblait tellement logique la matière aussi que j'étudiais et facile que Oui, c'était pas rébarbatif et bah, c'est tout à fait différent que des premières études. Et Mhm. puis bah, mine de rien, avec mon diplôme d'infirmière, j'avais quand J'ai même les des connaissances, notions et ouais. donc c'est pas non plus chinois et Mhm. je comprends bien et j'ai réussi tous mes examens. Juste après la naissance, quelques semaines après. Donc les yeux est nés en février, donc les examens étaient fin mai, oui. Ouais. C'était en plein dans les vaccins. Oui. Les fièvres, Ouais, voilà. les nuits. Bravo. Donc, mais pour moi, ça ne m'a pas semblé une montagne en fait. Ok. Oui, parce que tu étais bien dans ta peau et bien préparée, Et j'étais alignée, bien je pense. entourée Ouais. et bien alignée. Ouais. Et après ça, alors? Après ça, ben, je continue toujours la photographie que que j'aligne beaucoup plus maintenant. J'aligne beaucoup plus ma pratique, vraiment centrée sur les femmes, les mères. Mhm. J'ai envie de pouvoir, oui, la photo, c'est des souvenirs, c'est important, mais c'est aussi montrer que ben, les exploits que le corps de la femme peut faire, c'est aussi tout, bah, montrer le changement d'identité, pouvoir aussi montrer l'histoire de l'enfant, la grossesse, de quand sa maman l'a porté, ouais, de rendre, de mettre beaucoup d'importance à tout ça. C'est un Mhm. peu ma vision de la photographie. Les études, ben, je continue. Mhm. Mon projet professionnel est très clair dans ma tête et je m'y accroche beaucoup. Mhm. Je rêve d'avoir mon cabinet, de réaliser les accouchements à domicile, et de continuer à soutenir les femmes dans la globalité et, et continuer la photographie. Donc Mhm. ça, c'est mon gros projet. Ouais. Oui, ça s'est éclairci pour toi. Tu as retrouvé du sens Ouais. dans la maternité. Donc voilà, là, j'ai Ouais. juste hâte que les 2 années passent, Ouais. qu'il me reste d'études pour pouvoir T'es à accomplir tout mi-chemin ça. là. Ouais. Ouais. Et justement, toi qui as vécu 2 grossesses, 2 accouchements et 2 postpartums différents, tu l'as vécu de l'intérieur et puis maintenant tu le vois en stage de Mhm. l'extérieur. Qu'est-ce que ça te permet d'amener en plus dans ta pratique de sage-femme? Je pense que ma vision, elle est plus complète et j'ai aussi,
Je sais ce que peuvent traverser les femmes, et je pense que j'arrive mieux à les comprendre, à les écouter et les prendre vraiment au sérieux dans ce qu'elles vivent, de me dire en fait, quand une maman parle, il faut toujours la croire, l'écouter. Hem, Ce qu'elle dit est toujours vrai et a toujours de l'importance. Même si, pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être une broutille, un détail. Non, il y a des détails qui ont une importance, énorme pour d'autres et il faut prendre, conscience, de tout ça. Mmh. Et si justement il y avait une maman là qui nous écoutait et qui, aurait besoin d'un conseil ou qui est au fond là de son lit, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ah, beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Tu peux lui dire beaucoup de choses. Lui dire, de pas avoir peur de demander de l'aide, de s'entourer, c'est super important. Hem Et de chercher de l'aide, ben, auprès des proches, mais aussi des professionnels, et de trouver des professionnels qui nous écoutent vraiment et qui sont formés dans le domaine, bah, où il y a besoin, que ce soit l'allaitement, voilà, de pas, de se croire, de se donner de l'importance aussi. Elles ont le droit de i quand on a quand on accouche, j'ai l'impression que les mamans, c'est tout: «Oui, le bébé va bien, donc ça Mmh. va». Mais non, en fait. Mmh. Maman, elle a aussi le droit d'aller bien et donc et même plus elle ira bien, plus, ses enfants iront bien et donc voilà, de se donner de l'importance et si je dois résumer un peu en une phrase, ce serait un peu ça que j'ai envie de lui dire et qu'elle est pas toute seule et qu'il y a des Mmh. ressources et qu'il faut pas hésiter à aller les chercher Oui, et à changer si, et elle est changer de ouais, professionnel, ouais. ouais. Si on sent qu'on n'est pas aligné, d'aller voir un deuxième avis, quelqu'un d'autre, Mmh. ça vaut la peine d'investir, sur soi en temps, en argent, c'est trop important, en fait, pour la suite. Mmh. Tout à fait. Le postpartum, peut changer, toute la vision d'une vie Mmh. et un grand bouleversement et c'est important d'en prendre soin. Et je voulais savoir aussi parce que, ce sujet a déjà été abordé par Anouk et puis toi, le lien justement quand tu arrives pas à le créer parce que tu es en dépression avec ton enfant, comment est-ce que tu, te pardonnes et le reconstruis après avec ton enfant? Je pense de comprendre qu'en fait, c'est pas notre faute, il y a tout, on est on n'est pas toutes seules responsables de notre état. Il y a plein d'autres facteurs, dont la société qui est assez individualiste et Mmh. qui laisse les mamans de côté aussi. On n'habite plus dans ce village où, enfin, on a chacun nos maisons, où chacun a son boulot, on n'est plus dans la brousse où toutes les maisons ont les portes ouvertes avec les Mmh. enfants de tout le monde qui courent partout, les grands-parents qui vivent dans la maison et donc tout le monde qui s'entraide. Et en fait, ben, l'humain, il est pas programmé pour, élever des enfants seul, il est pas programmé pour vivre seul et donc en fait, cette solitude, qu'on peut vivre en grossesse ou en postpartum, elle est pas, normale Mmh. et en fait, faut déculpabiliser parce que c'est tout, le contexte autour qui fait que, bah, en fait, on sort de la physiologie de notre, corps, de l'être humain et donc bah, oui, ça peut donner des problèmes, mais c'est pas de notre faute, c'est tout le contexte qui est comme ça et le lien, bah, on peut le recréer. Mmh. Il est jamais perdu. C'est pas parce qu'on n'a pas eu de lien avec son enfant, qu'on l'a pas ressenti l'amour fou tout de suite que qu'il se créera jamais. Mmh. Notre enfant, il va évoluer, nous, on va évoluer, on va pouvoir enfin voilà, donc le lien avec ma fille s'est tout à fait bien, reconstruit, Mmh. et c'est pas grave si ça prend du temps, c'est Mmh. pas grave. Oui, on a souvent cette pression de un peu comme tu disais là, tu étais baignée d'images idéales sur la grossesse, l'accouchement et cetera et aussi sur: «Quand je vois mon enfant, c'est l'amour fou et tout va bien et je me connecte». C'est un peu l'image qu'on reçoit et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui Mmh mh. se sentent coupables parce qu'elles ressentent pas ça et qu'elles n'arrivent pas à être, totalement, plongées dans leur enfant et Oui, ben, je pense qu'en effet, ce moment-là est trop idéalisé.
Mmh. Puis il y a voilà, dans les contextes dans lesquels on accouche, avec du personnel ou qu'on est médical autour, il y a beaucoup de choses, qui se jouent à ce moment-là et donc oui, on n'a pas forcément l'amour fou à ce moment-là parce que parfois il faut aussi du temps pour atterrir, à revenir à soi après un Mmh. accouchement. Hem et parfois on met plus de temps aussi à être prêt, à être maman et Mmh. que ce soit consciemment ou pas et c'est pas grave Mmh. si on n'a pas, cet instinct maternel, enfin voilà, est-ce qu'il existe vraiment ou pas? Je C'est une sais grande pas. question. Mais oui, il Ça se faut construit, en ça fait. se construit. On apprend tous les jours à être Mmh. parent Mmh. et dès la grossesse et puis à l'accouchement, ben, ça se construit petit à petit et donc je pense qu'il faut pas trop idéaliser ce moment. Mmh. Et je vois beaucoup ce que tu aimerais transmettre, par la photographie, par les soins, par, ton métier. Justement, c'est quoi le regard que tu voudrais que les mères se portent, que tu vois en elles et que tu aimerais qu'elles voient en elles? J'aimerais bien qu'elle soit fière d'elle, Mmh mh. qu'elle se voit avec un regard de, heu, elles ont existé, enfin qu'elles existent et qu'elles ont droit d'être là, d'avoir d'être sur les photos, d'exister. Parce qu'on prend toujours les enfants en photo, puis les papas et puis, c'est toujours maman qui prend les photos et puis Oui, c'est elle est vrai. jamais dessus et j'ai l'impression qu'on a toujours, en tant que maman, tendance à s'effacer et parce qu'on est trop comme ça ou pas assez, j'ai pas perdu mes kilos de grossesse ou j'aime pas ça ou j'aime pas ça, mais en fait, nos enfants, ils s'en foutent. Ils nous voient juste comme, maman Mmh mh. et avec tout l'amour qu'on a pour, et donc en fait, ils s'en foutent qu'on a, 1 kilogramme ou 8 ou 10 en trop et Mmh. ou enfin voilà, des vergetures, des bourrelets, des je sais pas quoi, Ouais. un visage pas assez comme ci ou trop comme ça, et finalement, parfois je me dis: «Ben, si on s'imagine, nous vieilles, Mmh quand on aura perdu nos dents, qu'on sera toutes ridées et qu'on aura 95 ans et qu'on marchera plus, et qu'on ben, peut-être on aurait un autre regard sur ces photos Mmh. et que finalement, le petit bourrelet qu'on pensait avoir en trop, c'est peut-être pas, C'était pas ça l'important. c'est pas ça l'important. Je cherche pas le beau, le parfait, le lisse, dans mes photos. Je veux juste montrer la vie, brute, heu et raconter l'histoire vraie Mmh mh. et les événements négatifs font aussi partie de l'histoire, Mmh. même si, sur le moment c'est difficile de le voir ou c'est difficile de les montrer, ça peut avoir du sens pour après. Et avant de terminer, je voulais, revenir sur ce changement. J'ai l'impression qu'il y a eu une Laura d'avant, une Laura d'après, un changement d'identité. Et pendant tout ça, donc tu as créé la photographie, pendant tout Mmh mh. cette transition identitaire finalement, avec un nom, les captures de Lycène avec ton totem scout. Ouais. Et là, maintenant, j'ai l'impression que la nouvelle Laura arrive avec ce changement aussi identitaire et vraiment qui est marqué, par ce nouveau nom aussi, Mmh mh. dans la photographie qui a une signification particulière. C'est vrai qu'au départ, je me suis lancée dans la photo, je me suis dit: «J'ai juste envie de faire, ma passion». Ça Mmh. allait pas plus loin, il y avait pas beaucoup de réflexion, et donc j'ai juste trouvé un peu un nom un peu au pif, sans vraiment réfléchir à la signification. J'ai juste repris mon totem scout parce qu'à ce moment-là, je voulais pas forcément mettre mon prénom et ce nom ne me correspondait plus du tout, parce que c'était plus que vouloir vivre de ma passion de faire des photos, c'était plus que ça, plus profond et donc j'ai cherché un nom qui correspondait à tout ça, toute cette vision et donc Oméa, c'est une déesse, de la naissance, de la fertilité, de la renaissance, du printemps. Et là, je me suis dit: «Ah oui, ça a du sens» et du coup, Loméa, l'eau de Laura et Mmh. Oméa de cette déesse et je me dis: «C'est un peu le message que je veux faire passer par la photographie que j'ai d'une manière, mis dans ce nom Mmh. de photographe».
Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu te reconnais dans ce que Laura a traversé, tu n'es pas seule. Il y a des chemins de résilience, même quand tout semble s'effondrer. Abonne-toi à Disruptive pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.